Comment fonctionne un MP40? Inventé par Heinrich Vollmer en 1938. Berlin, décembre 1938. Heinrich Vollmer se tient immobile devant un établi métallique dans l'usine Hermawerk. Sur la surface grise, des composants en acier attendent d'être assemblés. Le corps de l'objet n'est pas massif. Il est constitué de tôles embouties, pliées selon des angles précis et soudées aux extrémités. La crosse métallique repose à côté, faite de tubes creux qui s'insèrent dans le boîtier principal. Vollmer effleure le bord de l'une des plaques. L'épaisseur est uniforme. Aucune trace de tour, aucune marque de fraiseuse, seulement la géométrie nette laissée par la presse d'emboutissage. À droite, la culasse massive, la seule pièce encore usinée avec une précision traditionnelle. Vollmer soulève la masse d'acier, testant son poids. 450 grammes d'inertie calibrée. Il l'insère dans le corps et la tire manuellement vers l'arrière. Le ressort hélicoïdal se comprime sous la tension. Une fois relâchée, la culasse avance à une vitesse contrôlée et s'arrête contre la chambre vide. Le cliquetis métallique résonne dans l'atelier. Deux ingénieurs observent en silence. L'un d'eux tient un porte-document avec des schémas techniques. L'autre note le temps de cycle. Vollmer sait ce qui est en jeu. Le MP38, la version précédente, fonctionne parfaitement. Mais il nécessite 60 heures d'usinage par unité. Des tours mécaniques actionnées par des experts. Des ajustements manuels, un contrôle strict des tolérances. Si un conflit majeur éclate, et chacun sait que cela arrivera, le pays aura besoin de 50 000 pistolets mitrailleurs au cours des 6 premiers mois. Peut-être 100 000. Le calcul est simple. 60 heures par unité rendent l'objectif impossible. La solution n'est pas d'accélérer les tours, elle est de les éliminer. Mais il existe une contradiction technique que personne n'a encore totalement résolue. L'emboutissage offre la vitesse. L'usinage offre la précision. La culasse a besoin des deux. Elle doit glisser dans le corps avec un jeu minimal, sans jamais se gripper. Elle doit supporter des pressions de fonctionnement répétées sans déformation. Elle doit maintenir un timing exact entre l'avance et le recul. Vollmer observe la pièce usinée dans ses mains, puis le corps embouti sur la table. La question n'est pas de savoir s'il est possible de combiner les deux procédés. La question est de savoir où tracer la ligne entre ce qui peut être simplifié et ce qui ne le peut pas. À l'extérieur de l'atelier, l'Europe respire l'air pesant de 1938. Des accords diplomatiques sont signés puis rompus. Les industries civiles commencent à recevoir des commandes techniques discrètes. Des usines d'ustensiles ménagers reçoivent des plans de composants industriels. La transition s'opère silencieusement. Dans l'enceinte d'Hermawerk, Vollmer serre une vis sur le groupe de détente. La pièce s'ajuste sans résistance. Il note une observation dans son carnet. L'horloge murale indique 17 heures. La lumière hivernale a déjà disparu. Les lampes industrielles éclairent le métal froid. L'objet n'a pas encore de nom officiel, mais il porte déjà la logique qui le définira. Fonctionner sans exiger d'artisan. If stories like this help you see how engineering quietly shaped history, tell us in the comments what surprised you so far, and stay with us for the next chapter. Heinrich Vollmer est né en 1885 à Biberach an der Riß, dans le sud de l'Allemagne. Sa formation fut technique et non académique. Il a appris la mécanique dans des ateliers industriels avant de s'orienter vers l'ingénierie de précision. Durant la Première Guerre mondiale, il a travaillé sur le développement de systèmes automatiques légers, confrontés aux problèmes récurrents de l'époque. Le poids excessif. Les équipements automatiques allemands fonctionnaient, mais nécessitaient des supports, des équipes complètes et une logistique complexe. Vollmer observa que la limitation n'était pas balistique, elle était structurelle. Des métaux lourds, des composants redondants et une conception privilégiant la robustesse au détriment de la mobilité. Après l'armistice de 1918, le traité de Versailles a interdit à l'Allemagne de développer des équipements de pointe. Des usines ont été fermées, des ingénieurs ont été réaffectés vers des industries civiles.
Volmer travailla discrètement sur des projets d'équipements sportifs et des systèmes mécaniques industriels, restant en contact avec des cercles techniques qui poursuivaient des recherches sur l'automatisation dans des environnements contrôlés. Durant les années 1920, il étudia les processus de manufacture américains, particulièrement la production en série automobile. Il observa comment Henry Ford avait transformé la complexité artisanale en une simplicité reproductible. La leçon ne portait pas sur les voitures, elle portait sur la méthode. En 1932, Volmer rejoignit Herma Werke, une entreprise de métallurgie qui commençait à recevoir des contrats discrets. Le contexte politique changeait. Les restrictions du traité étaient contournées par des partenariats avec des entreprises étrangères et une production expérimentale. Volmer fut chargé de développer un pistolet mitrailleur moderne, capable de remplacer les modèles de poing lors des engagements rapprochés. Le calibre fut rapidement défini. 9 mm Parabellum, une munition déjà standardisée. La cadence fut fixée entre 450 et 550 coups par minute. Mais le véritable défi était ailleurs. Comment produire des milliers d'unités sans dépendre d'un usinage artisanal? Volmer revisita des concepts étudiés la décennie précédente. Le principe de la culasse non calée, utilisé pour les pistolets automatiques, pouvait s'appliquer aux modèles plus grands si la masse de la culasse était correctement calibrée. L'emboutissage de tôles métalliques, technique courante pour les ustensiles domestiques, pouvait remplacer l'usinage pour les composants non critiques. La combinaison était théoriquement viable, mais personne ne l'avait exécutée à une échelle industrielle de cette importance. Le MP38 fut le premier prototype. Il fonctionna, mais il comportait encore trop de pièces usinées. Volmer savait qu'il devait aller plus loin. La pression extérieure n'était pas seulement d'ordre technique. Elle était temporelle. En 1938, les tensions géopolitiques en Europe indiquaient que le conflit était une question de mois, non d'années. Les usines reçurent l'ordre d'étendre leurs capacités productives. Mais les tours mécaniques ne pouvaient être multipliées rapidement. Les opérateurs spécialisés étaient rares. La seule solution évolutive consistait à transférer la complexité vers des processus industriels existants, presse d'emboutissage, soudure et assemblage modulaire. Volmer avait 6 mois pour transformer le MP38 en un produit fabricable par des ouvriers ordinaires dans des usines reconverties. Il ne travaillait pas seul. Berthold Geipel, directeur technique d'Herma, lui ouvrait l'accès aux installations de test. Heinrich von Schleinitz coordonnait l'interface avec les fournisseurs d'acier. Mais la décision critique appartenait à Volmer. Quelles pièces pouvaient être simplifiées sans compromettre la fonction? Il commença par le corps, puis la crosse, puis le bloc de détente. La culasse resta intacte, elle demeurait le cœur mécanique du système. Mais tout le reste fut redessiné pour accepter des imperfections tolérables. La précision fut distribuée stratégiquement. Le principe de fonctionnement du MP40 est direct. Le recul de culasse libre. Il n'y a pas de piston à gaz. Il n'y a pas de système de verrouillage rotatif. Lorsque la détente est pressée, une pièce libère la culasse, qui était retenue par un ressort comprimé. La culasse, une masse solide d'acier pesant environ 450 grammes, est propulsée vers l'avant par le ressort hélicoïdal. Durant l'avance, la face de la culasse pousse une cartouche depuis le chargeur vers l'intérieur de la chambre du canon. Le percuteur, fixé rigidement à l'arrière de la culasse, frappe l'amorce au moment exact où la cartouche s'aligne avec la chambre. L'activation se produit. Le projectile quitte le canon à environ 400 mètres par seconde. La pression résiduelle des gaz, environ 1500 bars, repousse l'étui vers l'arrière. Comme l'étui est maintenu contre la culasse par l'extracteur, la culasse est également projetée vers l'arrière. Voici la physique essentielle. La masse de la culasse est calculée pour qu'elle ne commence à bouger qu'après que le projectile a quitté le canon. Si la culasse était trop légère, elle s'ouvrirait prématurément, laissant les gaz s'échapper dangereusement. Si elle était trop lourde, le cycle serait lent et le système se gripperait. Volmer et son équipe ont calculé la masse exacte par des tests répétés.
Tandis que la culasse recule, elle exécute 4 fonctions simultanées. Premièrement, elle extrait l'étui vide de la chambre. Deuxièmement, elle éjecte l'étui hors du système en passant devant une pièce fixe appelée éjecteur. Troisièmement, elle comprime à nouveau le ressort hélicoïdal, emmagasinant l'énergie pour le cycle suivant. Quatrièmement, en atteignant sa position arrière maximale, si la détente est toujours pressée, la culasse est immédiatement renvoyée vers l'avant et le cycle recommence. Cette boucle mécanique se produit environ 9 fois par seconde. Il n'y a pas d'électronique, pas d'informatique, juste de la masse, un ressort et du timing. Mais la véritable innovation ne réside pas dans le cycle de fonctionnement. Ce principe était déjà connu. Elle réside dans la construction physique du corps de l'objet. Traditionnellement, le boîtier d'un tel équipement était usiné à partir d'un bloc d'acier massif. Le processus exigeait le retrait de matière par coupe, une opération lente, coûteuse et génératrice de déchets. Volmer a remplacé cela par des tôles d'acier embouties. Une presse industrielle moule la tôle en forme tubulaire. Une autre presse ajoute les ouvertures pour l'éjection et l'alimentation. Les bords sont soudés. Le résultat est un corps creux, résistant, produit en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. La crosse suit la même logique, des tubes métalliques pliés qui se replient le long du corps lorsqu'ils ne sont pas utilisés. La résistance institutionnelle fut immédiate. Des officiers techniques soutinrent que les tôles embouties n'offraient pas la même rigidité structurelle que les blocs usinés. Des ingénieurs conservateurs affirmèrent que les soudures pourraient lâcher sous une pression répétée. Des inspecteurs qualité exigèrent des tests de durabilité dépassant les normes habituelles. Volmer ne discuta pas. Il testa. Le MP40 fut soumis à des cycles de fonctionnement continu dans des environnements contrôlés. On effectua 10 000 cycles sans nettoyage. L'objet fut exposé à la boue, au sable, à l'eau et à des températures négatives. Le corps embouti résista. Les soudures ne faillirent pas. La simplicité s'avéra plus robuste que la complexité. Do you think this design choice was inevitable or a risky gamble at the time? Share your view in the comments and pass this story to someone who enjoys understanding how things really work. Printemps 1939. La ligne de production expérimentale chez Hermawerk tourne à un rythme accéléré. 12 stations de travail transforment des tôles planes en corps d'équipement toutes les 8 minutes. Volmer observe le processus complet pour la première fois hors du cadre du prototype. La première station découpe la tôle brute aux dimensions approximatives. La deuxième l'alimente dans la presse d'emboutissage, où des tonnes de pression façonnent le profil tubulaire. La troisième soude la couture longitudinale. La quatrième perce les ouvertures latérales pour l'éjection et le logement du chargeur. La cinquième installe le rail interne où coulissera la culasse. Le problème apparaît à la 6e station. 3 corps sur 10 présentent un désalignement minime entre le rail interne et l'axe central du tube. La différence est de 0,4 mm, invisible à l'œil nu, mais suffisante pour créer une friction irrégulière lors du mouvement de la culasse. L'opérateur de la station tente d'ajuster chaque pièce manuellement. Volmer interrompt la ligne. Il ne veut pas d'ajustement manuel. Les ajustements manuels signifient une dépendance à l'habileté individuelle. Ils signifient des variations entre les équipes. Ils signifient que la ligne n'est pas véritablement industrielle. La solution vient d'un ingénieur nommé Otto Brenner, spécialiste des outils d'emboutissage. Il propose de modifier la matrice de la seconde station en ajoutant des guides internes qui forcent la tôle à s'aligner automatiquement avant la pression. La modification nécessite 3 semaines de travail en outillage. Volmer approuve. La ligne s'arrête. Pendant ce temps, il se concentre sur un autre composant critique, le boîtier d'alimentation. Le boîtier original du MP38 était fabriqué en laiton embouti, un matériau relativement cher et difficile à sourcer en grande quantité. Volmer teste des alternatives. L'acier embouti fonctionne, mais alourdit l'ensemble. L'aluminium est léger, mais plus difficile à souder de manière fiable.
Il opte pour l'acier, mais redessine la géométrie interne du boîtier pour réduire l'épaisseur des parois sans compromettre la résistance structurelle. La nouvelle version pèse 180 grammes au lieu de 220. Cela semble trivial, mais multiplié par 100 000 unités, cela représente 4 000 kg de métal économisé, du métal qui peut être redirigé vers d'autres besoins industriels. En avril, la ligne redémarre avec les matrices corrigées. Le désalignement disparaît. Le taux de rejet chute de 30% à moins de 2%. Vollmer demande la production de 50 unités complètes pour des tests sur le terrain. 20 sont envoyés à des installations militaires d'évaluation. 10 vont dans des environnements de tests extrêmes, chambres climatiques, réservoirs d'immersion, simulateurs de vibration. Les 20 dernières restent à l'usine pour démontage et analyse après usage. Les résultats reviennent en juin. Aucune défaillance structurelle. 2 unités ont présenté un blocage de culasse après 8000 cycles. L'analyse a révélé une accumulation de résidus dans le rail interne, un problème résoluble par une géométrie légèrement modifiée pour faciliter l'auto-nettoyage. 3 boîtiers d'alimentation ont montré de légères déformations sur les bords supérieurs. Un renfort localisé a été ajouté lors de la révision suivante. Le reste des équipements a fonctionné selon des paramètres acceptables. Vollmer note chaque détail. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche une cohérence reproductible. La différence est fondamentale. La perfection exige un contrôle total, ce qui est impossible en production accélérée. La cohérence exige seulement que le processus soit prévisible et que les failles soient identifiables. Le MP40 est affiné non pas pour être le meilleur outil théoriquement possible, mais pour être le meilleur outil fabricable à grande échelle par des ouvriers ordinaires sous la pression du temps. Été 1939. La première commande officielle arrive, 10 000 unités d'ici la fin de l'année. Vollmer sait qu'Hermawerk ne pourra pas respecter ce délai seul. La solution est de distribuer la production. Des usines civiles à Berlin, Hambourg et Munich reçoivent les schémas techniques et les spécifications des composants. Elles ne fabriqueront pas l'objet complet, seulement des parties spécifiques. Une entreprise de tubes métalliques produira les crosses. Une métallurgie automobile emboutira les corps. Une usine de ressort fournira les ensembles de rappel. Hermawerke assemblera et testera les unités finales. Mais une découverte inattendue surgit lors de la distribution. Chaque usine civile utilise des presses d'emboutissage légèrement différentes, capacités de pression différentes, vitesse de cycle variable, système d'alimentation distinct. Vollmer réalise que les spécifications doivent être plus flexibles que prévu initialement. Il réécrit les dessins techniques pour inclure des tolérances variables. Les dimensions critiques restent rigides, diamètre interne du corps, position du rail de culasse, mais les dimensions secondaires peuvent varier dans des marges définies. Cette décision, accepter une variation contrôlée, est la véritable révélation. Traditionnellement, les ingénieurs exigeaient une uniformité absolue. Chaque vis devait être identique, chaque composant devait être interchangeable sans ajustement. Vollmer inverse la logique. Les composants n'ont pas besoin d'être identiques si le système final fonctionne. Le corps embouti par une usine à Hambourg peut avoir une épaisseur de paroi différente de 0,3 mm par rapport à celui produit à Munich. Tant que les deux supportent les pressions de fonctionnement et accueillent la culasse correctement, la différence est non pertinente. Cette philosophie permet une chose révolutionnaire, l'évolutivité instantanée. Lorsque le conflit commence en septembre 1939, la capacité de production du MP40 se multiplie rapidement car de nouvelles usines peuvent être intégrées sans équipement spécialisé. Une entreprise fabriquant des ustensiles de cuisine peut commencer à emboutir des corps de MP40 en 2 semaines, pourvu que ses presses atteignent la pression minimale nécessaire. Elle n'a pas besoin d'acheter des tours, pas besoin de former des tourneurs. Elle adapte juste ses matrices et suit les tolérances spécifiées. La décision de Vollmer a aussi une conséquence inattendue sur la maintenance.
Comme les pièces ont une variation contrôlée, les opérateurs de terrain ne peuvent pas simplement échanger un composant d'une unité avec celui d'une autre sans vérification. Mais le MP40 a été conçu pour ne pas exiger de remplacement de pièces sur le terrain. Si la culasse casse, un événement rare, l'unité entière est envoyée en dépôt de réparation. Si le ressort faiblit, également rare, l'unité est retirée du service. La maintenance de terrain se résume au nettoyage et à la lubrification, des opérations qui ne dépendent pas de l'interchangeabilité des composants. En novembre 1939, la production mensuelle atteint 3000 unités. En mars 1940, elle arrive à 8000. En juin 1941, elle dépasse 12 000. L'évolutivité projetée par Vollmer fonctionne, mais le véritable test n'est pas chiffré. Il est fonctionnel. Les unités produites à une cadence effrénée fonctionnent-elles aussi bien que les prototypes méticuleusement construits en 1938? Les rapports indiquent que oui. Le taux de défaillance mécanique reste inférieur à 2%. La durabilité moyenne dépasse 20 000 cycles avant nécessité de révision. La logique de l'emboutissage n'a pas compromis la performance. Elle l'a transformée en quelque chose de reproductible. Heinrich Vollmer n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'impact complet de sa décision. Il a continué à travailler chez Hermawerk durant les premières années du conflit, affinant les processus et développant des variantes expérimentales. Mais le MP40 était déjà devenu autonome. Ce n'était plus le projet d'un seul homme, mais un système industriel distribué. Entre 1940 et 1945, environ 1,1 million d'unités furent produites. La majorité fut fabriquée par des ouvriers qui n'avaient jamais touché à un tel équipement auparavant, dans des usines qui n'en avaient jamais produit. L'héritage technique du MP40 ne réside pas dans sa performance balistique brute. D'autres modèles de l'époque étaient plus précis, plus légers ou plus silencieux. L'héritage réside dans la méthode. Vollmer a démontré que des systèmes complexes pouvaient être traités comme des produits industriels de masse sans perdre leur fonctionnalité. La leçon fut absorbée mondialement. Le Sten britannique, développé en 1941, poussa la simplification encore plus loin, un corps totalement embouti, moins de 5 heures de travail total par unité. Le PPS-43 soviétique adopta des principes similaires. Le M3 Grease Gun américain suivit la même philosophie, emboutissage, soudure, usinage minimal. Plus significatif encore, la logique de Vollmer a transcendé ce domaine spécifique. Accepter la variation contrôlée, distribuer la production entre des usines non spécialisées, concevoir pour la fabrication plutôt que pour la perfection, ces concepts sont devenus les fondements de l'ingénierie industrielle moderne. Ce n'est pas une coïncidence si la même époque a vu l'essor de la production modulaire dans l'aviation, les véhicules et l'électronique. Les circonstances mondiales ont forcé les ingénieurs à choisir entre l'excellence artisanale et l'échelle reproductible. Vollmer a choisi l'échelle, et cela a fonctionné. Il existe une ironie historique subtile. Le MP40 a été conçu pour résoudre une limitation de manufacture, le manque de main-d'œuvre ultra spécialisée. Mais en résolvant ce problème, Vollmer a créé un modèle plus large sur la manière de concevoir sous la pression de ressources limitées. L'objet fonctionne non pas parce qu'il est ingénieux, mais parce qu'il accepte ses propres limitations. Le corps embouti ne sera jamais aussi rigide qu'un bloc usiné. Mais il n'a pas besoin de l'être. La culasse lourde ne sera jamais aussi légère qu'un système à gaz. Mais elle n'a pas besoin de l'être. Le MP40 fonctionne parce que chaque composant fait juste le nécessaire, rien de plus. Aujourd'hui, le corps embouti est un standard dans la fabrication technique. AK-47, M16, Glock, tous utilisent une forme d'emboutissage ou de moulage industriel pour leurs composants principaux. La transition codifiée par Vollmer est devenue irréversible, mais la leçon la plus profonde n'est pas technique, elle est philosophique. Une ingénierie efficace ne consiste pas à éliminer les compromis, mais à choisir les bons compromis.
Volmer n'a pas tenté de créer l'objet parfait, il a tenté de créer l'objet qui pouvait exister en quantité suffisante quand il était nécessaire. Et en acceptant cette limitation honnêtement, il a créé quelque chose qui a survécu bien au-delà de son époque. Lorsque Volmer a ajusté cette pièce en 1938, il ne finalisait pas seulement un prototype, il codifiait un changement de paradigme. Les systèmes complexes n'ont pas besoin d'être des chefs-d'œuvre artisanaux pour fonctionner sous pression. Ils doivent être reproductibles, fiables et compatibles avec la logique industrielle de leur temps. Le MP40 fonctionne parce qu'il accepte cette condition sans résistance. Et c'est pourquoi, des décennies après la fin de sa production, son influence reste visible sur chaque ligne de montage, qui donne la priorité à la cohérence sur la perfection. If you enjoy calm, true stories about how engineering shaped the world, subscribe to the channel, leave a like, and tell us from which country you're watching.